Dans une molécule de NaCl, l'ion Na+, se trouve à 2,3 10 exposant moins 10 mètres de l'ion Cl-. On a une première information juste ici, puisqu'on nous précise que l'ion sodium est chargé une fois positivement. On sait donc que sa charge électrique sera de 1,6 10 exposant moins 19 coulombs, c'est-à-dire la charge électrique de l'électron, version positive. On nous précise ensuite la distance qui sépare ces deux ions, et on nous donne également la charge électrique de l'ion chlore, qui pour sa part est négative. On nous demande de calculer la force électrique entre ces deux ions, et pour cela on va utiliser la loi de Coulomb. A noter que dans cette loi, les charges électriques apparaissent en valeur absolue, puisqu'on cherche ici l'intensité de la force électrique, c'est-à-dire la norme du vecteur force. On remplace toutes les données de l'exercice, ainsi que la constante de Coulomb, 9 fois 10 exposant 9 environ, et on calcule la force électrique qui est donc de 4,355 10 exposant moins 9 newtons. On nous demande ensuite si les ions s'attirent ou se repoussent, et étant donné que l'un est positif tandis que l'autre est négatif, ces deux ions vont s'attirer. Deux charges Q1 et Q2 sont séparées d'une distance d. Elles s'attirent alors avec une force F. Ces données non numériques nous permettent d'écrire tout simplement cette loi de Coulomb que nous réutiliserons dans la suite. On nous précise que chacune des deux charges est quadruplée, donc Q1' égale 4Q1 et Q2' égale 4Q2, Q1' et Q2' étant de nouvelles charges. On nous précise également que la distance est doublée, donc D' égale 2D. On va maintenant chercher la nouvelle force entre ces nouvelles charges, et nous avons donc F' égale K, Q1', Q2' divisé par D' au carré. On remplace les données de l'exercice, donc Q1' par 4Q1, Q2' par 4Q2, et D' par 2D. Au numérateur, 4 fois 4, cela donne 16. Au dénominateur, 2 au carré, cela donne 4. On trouve donc ceci, et il ne reste plus qu'à simplifier 16 et 4, ce qui donne 4, et à le mettre tout devant l'expression. On retrouve alors ici la formule que l'on avait de la force qui s'exerçait entre les charges initialement, et on trouve donc F' égale 4 fois F. En conclusion, la force F' est 4 fois plus intense que la force F. Suite à la présence d'un proton, un électron dont on nous donne la masse est soumis à une accélération de 1000 mètres par seconde au carré. Nous avons donc la masse de l'électron, nous avons également sa charge électrique que nous connaissons, de même que la charge du proton, qui est la même que celle de l'électron en positif, et enfin nous avons l'accélération de l'électron. Alors nous allons commencer par utiliser la loi de Newton, somme des forces égale masse fois accélération, sachant qu'ici une seule force est en jeu, la force électrique, et lorsqu'une seule force est en jeu, on peut écrire tout simplement F égale ma. La force électrique qui agit sur l'électron est donc égale au produit de la masse de l'électron par son accélération. On connaît ces deux données et donc on peut trouver que la force qui agit sur l'électron est de 9,11 10 exposant moins 28 newtons. On peut maintenant passer à l'utilisation de la loi de Coulomb, dans laquelle nous allons chercher la distance qui sépare l'électron du proton. On va donc isoler d carré dans cette équation, et pour obtenir la distance, on va prendre la racine carrée du membre de droite. Toujours avec plus ou moins, puisqu'on a deux solutions dans une équation de ce type, et ici, étant donné que l'on cherche une distance, on va choisir la solution positive. On remplace toutes les données du problème, ainsi que la force électrique, qu'on a calculée à l'étape précédente. On trouve une distance de 0,5029 mètres, c'est-à-dire 50,29 cm. Trois charges électriques sont disposées comme montré sur la figure ci-dessous. Alors en effet, sur cette figure, on trouve trois charges avec à chaque fois leurs valeurs qui sont exprimées en nanocoulomb. Pour rappel, nano est un préfixe qui signifie 10 exposant moins 9. Et on a également sur ce schéma les distances qui séparent les charges. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter cette charge comme étant la charge numéro 1. On a donc 3 10 exposant moins 9 coulombs pour Q1. Cette charge sera notre charge numéro 2. Et celle-ci sera notre charge numéro 3. On peut donc exprimer les distances comme D1,2, la distance qui sépare les charges 1 et 2, et D2,3, la distance qui sépare les charges 2 et 3. Dans cet exercice, notre but sera donc de calculer la force totale que subit la charge que nous avons numérotée charge 1. Cette charge, elle va subir deux forces, puisqu'elle est en présence de deux charges électriques. Elle va subir la force répulsive exercée par la charge 2, puisqu'elles sont de même signe, donc cette force F de 1 orientée vers la gauche.
Elle va subir également la force électrique exercée par la charge 3, qui cette fois est attractive puisqu'elles sont de signe contraire. Pour déterminer la force totale que subit la charge 1, nous allons devoir additionner vectoriellement ces deux forces. Et pour ce faire, nous aurons besoin tout d'abord de calculer deux informations supplémentaires, la distance qui sépare les charges 1 et 3, ainsi que l'angle alpha que j'ai annoté sur le schéma. Pour calculer la distance 1, 3, on va utiliser Pythagore dans le triangle rectangle. Et donc pour rappel, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Pour déterminer D1, 3, je prends donc la racine carrée du membre de droite, toujours avec les deux solutions possibles, plus et moins, mais sachant qu'ici nous sommes en train de calculer une distance, nous choisissons donc la solution positive. On peut remplacer les différentes données de l'exercice et trouver une distance D1, 3 de racine carrée de 10 divisé par 10 mètres. En ce qui concerne l'angle alpha, on va toujours travailler dans ce triangle rectangle et cette fois-ci on va prendre la tangente de cet angle qui est égale à la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Nous aurons donc un angle alpha qui sera donné par la tangente inverse ou l'arc-tangente de la distance D2, 3 sur la distance D1, 2. On remplace à nouveau les données de l'exercice et on trouve un angle de 18,44 degrés. Avec ces informations, on peut maintenant calculer l'intensité des deux forces à l'aide de la loi de Coulomb. Nous avons toutes les informations nécessaires, nous pouvons les remplacer dans la formule et trouver une première force F2.1 de 1,5 10 exposant moins 6 Newton. Pour la force F3.1, nous avons également toutes les informations nécessaires puisque nous avons calculé précédemment la distance D1, 3 qui sépare les charges 1 et 3. Nous remplaçons dans la formule et nous trouvons une force de 5,4 10 exposant moins 7 Newton. Voilà, nous pouvons maintenant passer à l'addition vectorielle des forces F2.1 et F3.1, ce qui nous permettra de déterminer effectivement la force totale subie par la charge 1. Pour réaliser cette addition vectorielle, nous allons choisir un repère, donc des axes X et Y, et nous pouvons réaliser le choix tout simple de mettre l'axe X vers la droite et l'axe Y vers le haut. En ce qui concerne la force F2.1, elle est donc parallèle à l'axe X et de sens contraire, de sorte que ses composantes seront moins F2.1, 0. En ce qui concerne la force F3.1, elle est oblique, on va donc utiliser les lois de la trigonométrie, et nous aurons une composante X qui est F3.1 fois cosinus d'un angle que nous allons déterminer, F3.1 sinus de ce même angle. Et pour rappel, cet angle qui apparaît dans ces formules est l'angle orienté entre l'axe X et la force F3.1. Dans le cas qui nous occupe, cet angle n'est autre que l'angle alpha. Nous pouvons maintenant remplacer F2.1, F3.1 et l'angle alpha que nous connaissons. Nous pouvons ensuite réaliser cette addition des deux composantes X, ce qui nous donne ces deux composantes X et Y pour le vecteur F1. Ce que nous venons de trouver, c'est donc la composante X du vecteur F1 et juste ici la composante Y du vecteur F1. Pour trouver la norme du vecteur F1 que l'on cherche, donc l'intensité de la force, on va utiliser cette formule mathématique de la norme d'un vecteur, remplacer les deux composantes que nous venons de trouver et calculer donc une force totale de 1 fois 10 exposant moins 6 Newton. Trois charges ponctuelles, chacune de 25 nanocoulombs, occupent les sommets d'un triangle isocèle rectangle dont l'hypoténuse fait racine carrée de 2 mètres. Nous avons donc toutes ces données avec les trois charges électriques qui sont identiques et j'ai noté donc 25 10 exposant moins 9 coulombs puisque nano est un préfixe qui signifie 10 exposant moins 9 et cette distance donc de racine carrée de 2 mètres que j'ai indiquée D1, 3 puisque j'ai décidé de numéroter mes trois charges 1, 2 et 3 comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Alors j'ai bien représenté ici un triangle rectangle avec un angle droit situé au niveau de la charge 2 et un triangle isocèle donc avec une distance D1, 2 qui est égale à la distance D1, 3. De plus, comme ce triangle est isocèle, j'ai indiqué les deux angles aigus du triangle qui sont donc de 45 degrés. Au point A de cet exercice, nous nous intéressons à la charge électrique qui est positionnée au sommet de l'angle droit, c'est-à-dire à la charge électrique numérotée 2 sur notre schéma. Cette charge numéro 2, elle va subir deux forces, l'une de la part de la charge 1 et l'autre de la part de la charge 3. Les deux forces seront répulsives, puisqu'ici toutes les charges sont de même signe. Nous aurons donc la force exercée par la charge 1 sur la charge 2,
qui sera orientée vers la droite, et la force exercée par la charge 3 sur la charge 2, qui sera orientée vers le bas. Pour déterminer l'intensité de ces deux forces, nous aurons besoin de connaître la distance D1,2 qui sépare les charges 1 et 2, ainsi que la distance D2,3 qui sépare les charges 2 et 3, ces deux distances étant égales puisque le triangle est isocèle. Pour calculer cette distance, on va travailler dans le triangle rectangle ici et calculer par exemple le cosinus de 45 degrés. Cosinus de 45 degrés est donc égal au côté adjacent que l'on cherche, divisé par l'hypoténuse racine carrée de 2 mètres. Dans la formule obtenue, on peut isoler donc D1,2, notre inconnu, ce qui nous donne racine carrée de 2 fois cosinus de 45 degrés, c'est-à-dire 1 mètre. Et nous pouvons donc maintenant, à l'aide de la loi de Coulomb, calculer l'intensité des deux forces. On remplace toutes les données de l'exercice et on trouve une force de 5,626, 10 exposant moins 6 newtons. En ce qui concerne la force F3,2, elle va être égale à la force F1,2 puisque toutes les charges sont identiques et que les distances sont également identiques. Il ne nous reste plus qu'à additionner les deux forces F1,2 et F3,2 afin de déterminer la résultante des forces subies par la charge 2. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un repère, donc des axes X et Y dans lesquels décomposer ces deux forces, et nous pouvons choisir donc ce système d'axes. F1,2 est parallèle à l'axe X et de même sens. Ses composantes seront donc F1,2, 0. En ce qui concerne F3,2, elle est parallèle à l'axe Y mais de sens contraire. Ses composantes seront donc 0 moins F3,2. Nous pouvons remplacer les deux intensités des forces que l'on connaît et additionner vectoriellement ces deux vecteurs. Nous trouvons donc ce vecteur qui correspond au vecteur F2, et donc nous avons ici la composante X du vecteur F2 et la composante Y du vecteur F2. Pour trouver l'intensité de la force 2, donc la norme du vecteur, on peut utiliser la formule de la norme d'un vecteur, la formule mathématique, remplacer les deux composantes que nous venons de trouver, ce qui donne une force de 7,95, 10 exposant moins 6 newtons. On nous demande également l'orientation du vecteur force F2, c'est-à-dire l'angle qu'il va former avec l'axe X. Cet angle, on peut le déterminer à l'aide des lois de la trigonométrie et donc à l'aide de cette formule. On remplace à nouveau les composantes X et Y que l'on connaît du vecteur force F2 et on trouve un angle de moins 45 degrés. Donc cela signifie que le vecteur force F2 il sera orienté à 45 degrés sous l'axe X, ce qui est bien cohérent avec le schéma que nous avons réalisé. Au point B de l'exercice, nous nous intéressons aux deux autres charges. Comme la situation est symétrique, j'ai décidé de m'intéresser à la charge 1. La charge 1 sera soumise à deux forces répulsives, l'une de la part de la charge 2, l'autre de la part de la charge 3. Nous aurons donc la force F2,1 répulsive vers la gauche et la force F3,1 répulsive orientée vers le bas et vers la gauche. Pour additionner vectoriellement ces deux forces, nous devons connaître l'intensité des deux vecteurs. Tout d'abord, pour la force F2,1, par le principe d'action-réaction, elle est égale à la force F1,2 que nous avons calculée précédemment et qui vaut 5,626, 10 exposant moins 6 newtons. En ce qui concerne la force F3,1, nous pouvons utiliser la loi de Coulomb dans laquelle nous avons toutes les informations nécessaires et nous trouvons 2,8125, 10 exposant moins 6 newtons. Il ne reste plus qu'à additionner les forces F2,1 et F3,1 afin de déterminer la force résultante subie par la charge 1. Pour ce faire, nous allons devoir décomposer ces deux vecteurs dans les axes d'un repère que nous aurons choisi. Nous pouvons prendre l'axe X vers la gauche et l'axe Y vers le bas comme ceci. Nous avons alors F2,1 qui est parallèle à l'axe X et de même sens. Ses composantes sont donc F2,1, 0. En ce qui concerne la force F3,1, elle est oblique, c'est-à-dire qu'elle n'est ni parallèle à l'axe X ni parallèle à l'axe Y, et nous aurons donc des composantes déterminées par les lois de la trigonométrie, F3,1 fois cosinus d'un angle à déterminer, F3,1 fois sinus de ce même angle. Pour rappel, l'angle qui intervient dans ces formules est l'angle orienté entre l'axe X et la force que l'on décompose. Il s'agit donc de l'angle entre l'axe X et la force F3,1. On peut déjà remarquer que cet angle est compté dans le sens trigonométrique, de sorte qu'il sera positif. Ensuite, on peut remarquer qu'il s'agit d'un angle opposé par le sommet, avec cet angle de 45 degrés, et ils ont donc la même amplitude. Nous aurons donc ici cosinus et sinus de 45 degrés. Nous pouvons maintenant remplacer les deux forces F2,1 et F3,1 que nous avons précédemment calculées. Nous pouvons ensuite additionner ces deux vecteurs pour trouver donc ces deux composantes
x et y de la force F1. Afin de déterminer la norme du vecteur F1, donc l'intensité de la force, on utilise la loi mathématique permettant de calculer la norme d'un vecteur et on y remplace la composante x du vecteur F1 et sa composante y. On trouve alors une force de 7,87 10 exposant moins 6 newtons. On demande également de déterminer l'orientation de cette force, c'est-à-dire l'angle qu'elle va former avec l'axe x. Pour ce faire, nous pouvons utiliser toujours les formules de trigonométrie, remplacer les deux composantes que nous avons précédemment déterminées, ce qui nous donne un angle de 14,64 degrés. Cela signifie que la force résultante F1 sera orientée à 14,64 degrés sous l'axe des x, donc juste ici, ce qui est bien cohérent avec notre schéma. Une petite particule de masse 7,5 g et de charge 32 nanocoulombs est suspendue au plafond par une corde et pend verticalement. Une seconde particule, de même masse mais de charge moins 58 nanocoulombs, est fixée 2 cm sous la première charge. Nous cherchons la tension dans la corde lorsque le système est à l'équilibre. Nous avons donc la masse de la première particule ainsi que sa charge électrique, et pour rappel, nano est un préfixe qui signifie 10 exposant moins 9. Nous avons également la charge de la deuxième particule, et enfin la distance qui sépare ces deux particules. Avec les données que nous avons, il est possible directement de calculer la force électrique à l'aide de la loi de Coulomb. On remplace toutes les informations que l'on a à disposition et on trouve une force électrique de 4,176 10 exposant moins 2 newtons. On précise dans l'énoncé que le système est à l'équilibre, ce qui signifie que la somme des forces agissant sur chacune des particules doit être nulle. Dans cet exercice, on va s'intéresser à la particule qui est suspendue à une corde, puisque nous cherchons justement la force de tension exercée par cette corde. Donc sur cette particule, nous allons tout d'abord avoir la force poids, orientée verticalement vers le bas, ensuite la force de tension, justement, orientée verticalement vers le haut, et nous aurons enfin une force électrique, puisque cette particule est située à proximité d'une autre particule qui est également chargée électriquement. Étant donné que les deux charges électriques sont de signe contraire, nous aurons une force électrique attractive et donc orientée verticalement vers le bas. Nous avons donc cette somme de trois forces qui doit être égale à 0. Comme toujours, nous allons décomposer ces forces dans les axes d'un repère. Ce repère, nous pouvons le choisir comme suit, x vers le haut, y vers la gauche. En ce qui concerne la force poids, elle est parallèle à l'axe x mais de sens contraire, de sorte que nous aurons moins Fp0. Ensuite, en ce qui concerne la force de tension, elle est parallèle à l'axe x et de même sens, nous aurons donc Ft0. Et enfin, en ce qui concerne la force électrique, elle est parallèle à l'axe x, mais de sens contraire comme la force poids, nous avons donc moins Fe0. Et tout ceci doit être égal à 0, donc le vecteur nul a ses composantes 0, 0. Nous formons un système de deux équations, sachant ici que la deuxième, 0 plus 0 plus 0 égale à 0, ne nous servira à rien. Nous avons donc moins la force poids, à savoir m fois petit g, plus la force de tension, moins la force électrique égale à 0. Dans cette équation, nous connaissons la masse, nous connaissons petit g, nous connaissons également la force électrique, et nous allons donc pouvoir déterminer l'intensité de la force de tension. Nous l'isolons dans l'équation, nous remplaçons toutes les données à disposition, et nous trouvons une valeur de 0,115 newton. Deux petites billes de 2 grammes et de charge électrique identique sont suspendues à l'extrémité de deux fils de 50 cm de longueur. On constate que l'ensemble se trouve à l'équilibre lorsque chaque corde forme un angle de 5 degrés avec la verticale. Nous cherchons la charge électrique qui est portée par chacune des billes. Alors en termes de données, on a les deux masses, donc converties en kilogrammes, et nous savons que les deux charges électriques sont égales. On notera donc Q pour chacune de ces deux charges. On peut représenter la situation comme ceci. Donc on voit les deux charges suspendues à des fils de 50 cm, donc 0,5 m, et ces deux cordes forment un angle de 5 degrés avec la verticale. Le système étant à l'équilibre, nous savons que la somme des forces agissant sur chacune des petites billes doit être égale à 0. Comme le système est parfaitement symétrique, on peut s'intéresser ici à la petite bille de gauche. Elle sera tout d'abord soumise à la force poids, orientée verticalement vers le bas. Ensuite, elle sera soumise à une force de tension, puisqu'elle est attachée à une corde. Donc la force de tension est orientée dans la direction de la corde. Et enfin, elle sera soumise à une force électrique, puisqu'elle se trouve à proximité de l'autre petite bille, qui possède également une charge électrique. Alors on ne sait pas si les petites billes sont positives
ou négatives. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'elles doivent être toutes les deux de même signe. En effet, si les petites billes étaient chargées de signes contraires, eh bien elles s'attireraient et on n'aurait pas les cordes qui s'écartent comme ceci par rapport à la verticale. Donc, quoi qu'il arrive, nous savons que les deux petites billes sont de même signe et donc elles se repoussent. Nous aurons la force électrique qui est donc orientée vers la gauche. Dans notre somme des forces, nous avons donc la somme de ces trois forces qui doit être égale à 0. Nous allons maintenant décomposer ces forces dans les axes d'un repère que nous pouvons choisir comme suit, donc x vers la droite et y vers le haut. En ce qui concerne la force poids, elle est parallèle à l'axe y et de sens contraire. Nous aurons donc 0 moins Fp. En ce qui concerne la force de tension, elle est oblique, c'est-à-dire qu'elle n'est ni parallèle à l'axe x, ni parallèle à l'axe y. Nous aurons donc, à l'aide des lois de la trigonométrie, Ft fois cosinus d'un angle à déterminer, Ft fois sinus de ce même angle. Et pour rappel, l'angle qui apparaît dans ces formules est l'angle orienté entre l'axe x et la force que l'on décompose. Donc ici, l'angle orienté entre l'axe x et la force de tension. On peut déjà remarquer que cet angle est compté dans le sens trigonométrique, de sorte qu'il sera positif. Et pour déterminer sa valeur, il suffit d'imaginer ici un triangle rectangle, dans lequel nous avons cet angle droit de 90 degrés, ainsi qu'un angle de 5 degrés. L'angle ici, entre l'axe x et la force de tension, doit donc valoir 85 degrés. Enfin, en ce qui concerne la force électrique, elle est parallèle à l'axe x et orientée dans le sens contraire. Nous aurons donc moins Fe, 0. Enfin, le vecteur nul a pour composante 0, 0. Nous pouvons maintenant former deux équations avec l'égalité des composantes x et l'égalité des composantes y de l'équation précédente. Nous trouvons deux équations que nous numérotons 1 et 2 et dans lesquelles j'ai déjà remplacé la force poids donc qui est égale à la masse fois petit g et la masse que l'on connaît. Dans l'équation 2, la seule inconnue est la force de tension. Nous pouvons donc utiliser cette deuxième équation afin d'isoler tout d'abord Ft fois sinus de 85. Donc pour ça, j'ai passé tout ce terme dans le membre de droite de l'équation, il a changé de signe. Et maintenant, je peux isoler la force de tension en divisant par sinus de 85 degrés. Ceci nous donne une force de tension de 1,969 10 exposant moins 2 newtons. Nous pouvons maintenant remplacer cette valeur dans l'équation 1, ce qui nous permettra de déterminer la force électrique. La force électrique est donc égale à la force de tension fois le cosinus de 85 degrés, ce qui nous donne une valeur de 1,717 10 exposant moins 3 newtons. Pour rappel, dans cet exercice, nous cherchons la charge de ces deux petites billes. Nous pourrons la déterminer à l'aide de la loi de Coulomb, puisque nous avons trouvé l'intensité de la force électrique. Pour ce faire, nous aurons besoin de calculer la distance qui sépare les charges. Sur le schéma, elle se trouve ici. En réalité, nous allons plutôt déterminer la distance qui sépare les charges divisée par 2, puisque nous allons réaliser de la trigonométrie dans ce triangle rectangle. Nous connaissons l'angle de 5 degrés, nous cherchons le côté opposé, et nous connaissons l'hypoténuse. Nous allons donc utiliser le sinus de 5 degrés, qui est égal à d demi, le côté opposé, divisé par 0,5, l'hypoténuse. Dans cette formule, nous pouvons isoler la distance que nous cherchons, et nous trouvons 8,72 10 exposant moins 2 mètres. Il ne reste donc plus qu'à utiliser la loi de Coulomb, dans laquelle nous allons isoler la charge, puisque pour rappel, nous savons qu'elles sont identiques, et donc nous pouvons remplacer Q1, Q2 par Q carré. Nous isolons Q carré, ce qui nous donne cette formule, et nous prenons la racine carrée du membre de droite, ce qui nous donne ceci. Alors ici, on ne sait pas choisir le signe plus ou moins, puisque nos deux charges peuvent tout à fait être positives ou négatives. Nous allons donc trouver deux solutions à cet exercice. Nous remplaçons toutes les données que nous connaissons, et nous trouvons une charge électrique de 3,809 10 exposant moins 8 coulombs, ce qui équivaut à 38,09 nanocoulomb.